penser à laquelle qui va être plus fun. Je pense que celle-là. Celle-là? On a parlé tout à l'heure des fantômes, donc... Je sais que la première fois que je l'ai vue m'a embêtée. C'est comme, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Alors, j'ai fait le tour pour aller voir où sont les visages. OK, il n'y a pas de visage. OK. C'est mystérieux, mais c'est pas épeurant non plus. Comme c'est très... C'est doux. Les courbes de la sculpture sont lisses. Oui. Ça invite à toucher, même, je dirais. La sculpture Monument par Michel Lebrun est cachée au fond du jardin, entre arbres de pin et buissons. Fondée sur un rectangle en granit, elle dessine la silhouette de deux personnes debout, l'une à côté de l'autre, recouvertes d'un long drap qui s'étend jusqu'à la base. On ne voit pas qui est caché en arrière, juste la silhouette floue et les mouvements du drap. Peut-être aussi, c'est comme dans Le Petit Prince, le chapeau, mais c'est après dire quoi, un serpent ou quelque chose à l'intérieur qui a mangé quelque chose, un éléphant, je sais pas, je me souviens pas. Peut-être c'est un chameau, quelque chose à l'intérieur, mais on sait pas. Oui! On est... Avec les deux bosses, le dromadaire. Exactement, on est coincé à penser aux personnes, mais... Oui, c'est vrai que ça donne l'impression que ça soit... qu'il y ait deux personnes, mais oui, ça fait penser à un fantôme. Il y a des histoires de fantômes qui circulent au fil des années dans l'édifice 219. Mais inquiétez-vous pas, this is not a ghost show. Or at least not your typical one. Quelques questions qui me sont venues en premier quand je me suis assise dans le jardin pour penser à cette série, puis qui coïncident bien avec ce que cette sculpture semble évoquer pour le monde, étaient: c'est quoi l'histoire de cette place? Qu'est-ce qui s'est passé ici que je peux pas voir ou entendre anymore? Puis, on est-tu encore somehow connecté à ces histoires? Voici le premier épisode, Monument. Peut-être en même temps. Ensemble! Étienne Gaboury a conçu les édifices qui entourent le jardin et forment le carré civique. But I also think that Etienne Gabaudy's buildings here are really a very strangely appropriate backdrop because of their scale, and also of the kind of what we'll call the tectonic language, the rhythms of all of these blocks that he's designed. And I feel like they're not. In other words, if they were much taller, it would feel like you're enclosed within an urban setting. But because they're, that's a very low building, and they're slightly different heights. It feels more like a village back here, or like you're in a fort and there are different chalets inside, and I feel like that's a human scale. Yeah. Dans tous ces forts, chalets, petits buildings, il existe maintenant des organismes à but non lucratif francophones. Le Festival du Voyageur, l'Accueil francophone, le Musée de Saint-Boniface, Tourisme Riel et la Maison des artistes visuels francophones. On est en plein cœur du quartier francophone dans la ville de Winnipeg. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Moi, je vivais sur la rive Langevin, juste en face des bureaux du Festival du Voyageur. Puis, à ce temps-là, il y avait la station de police. C'était une station de police qui était très occupée. Comme à toutes les heures de la journée, il y avait quelque chose qui se passait là. Les polices arrivaient, les sirènes étaient dessus, nous autres on était de l'autre bord, enlevez-vous du chemin, les polices arrivent. So, de temps en temps, on leur faisait bye-bye, puis ils traversaient la rue pour venir nous rencontrer, puis nous dire bonjour. So, c'était un lieu qui avait une raison, tu sais. C'était pour protéger Saint-Boniface, protéger les citoyens. Ça se passait il y a comme 30, 40 ans, dans les années 70 et 80-ish. Il y avait aussi une caserne de pompiers, un édifice qui est encore là, mais inoccupé depuis quelques années. Et en dernier, le 219 Provencher, l'hôtel de ville de Saint-Boniface. J'ai parlé à Philippe Maillot, un historien, puis je lui ai demandé s'il était dans le coin à ce temps-là.
Contact avec l'hôtel de ville, pour moi, personnellement, ça date de, je dirais, j'étais le mois de décembre 1978. Jeune homme de, 23 ans. Je me suis rendu à Saint-Boniface de Saint-Norbert pour enregistrer pour le concours des barbus pour l'année 79. Puis à cette époque-là, le Festival du Voyageur, c'était au sous-sol de l'édifice, puis on rentrait par en avant. Tu sais, il y a l'entrée principale, les escaliers extérieurs, mais on descendait en dessous de ces escaliers pour entrer dans les bureaux. Puis je te dis, tu rentrais dans ce bureau-là, puis c'était la bordel. C'était, tu sais, c'est comme, j'avais l'impression, il y avait une vingtaine de personnes, puis un au-dessus de l'autre, puis c'était, it was nuts. Des papiers, c'était vraiment nuts, là. Puis à cette époque-là, l'édifice, il n'était pas tout rénové. Comme ça, c'était, on sentait l'humidité, tu sais, c'était pas idéal. Mais, comme je dis, mais pour moi, ça souligne le fait que même si après 72, l'hôtel de ville n'était plus l'hôtel de ville de Saint-Boniface, ça continuait à jouer un rôle important dans la communauté, non seulement l'aspect municipal, mais communautaire. Alors, ce carré civique sert la communauté francophone depuis un bout de temps. Quand Gilles Lesage et moi on a marché près de la sculpture monument, on a very windy day, elle a fait penser à quelque chose qui est aussi lié à l'histoire de ces édifices. Tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai vu il y a un moment. C'est trop injuste. En m'approchant, ça m'a fait penser à deux religieuses. Mais là, je me date aussi. Où j'allais à l'école, c'était des religieuses qui enseignaient. Puis à cette époque-là, ils avaient le grand costume avec le voile. Et puis une espèce de... Tu sais, de la façon que leur visage était encerclé par le voile, ça les rendait un peu anonymes. Oui. Les religieuses et le catholicisme. Ça a été la religion principale des francophones ici pendant longtemps. Dès le commencement, ça faisait partie du grand, on va dire, le métropole de Winnipeg, mais il y a quelque chose un petit peu différent à Saint-Boniface. L'architecture. L'architecture de Winnipeg est dominée par les secteurs privés, des banques, compagnies d'assurance, les grands marchands, etc. L'architecture de Saint-Boniface, c'est des anciennes institutions catholiques, l'hôtel de ville, caserne des pompiers, c'est tout un niveau, a different scale. C'est comme ça, on traverse la rivière, puis on passe vraiment en deux mondes. What do you think of this building, Artie? I like your building. It's a really cool building. I want to live here. C'est très joli, cette bâtisse. I think this building is cute. It's a very pretty building. I don't know anything about the building. And it looks like it might have ghosts. Au tournant du siècle 1900, Saint-Boniface, Winnipeg, etc., dont on va parler un petit peu en termes de métropole, c'était la métropole urbaine qui grandissait la plus vite en Amérique du Nord. Ça grandissait plus vite que New York, que Chicago, tout. Les terres se vendaient sur l'avenue Portage et Main pour les mêmes prix que ça vendait à Manhattan. Winnipeg, en 1890, il y avait une population apparemment d'environ 80 000 personnes. Par 1920, c'était presque 300 000 personnes. C'était fou. Wow. Mais puis, comme ça, Winnipeg grandissait comme ça, mais Saint-Boniface faisait partie de cette, cette extension, cette expansion, etc. Puis il y avait des catholiques qui déménageaient de l'Europe par des milliers. Puis c'était à cette époque-là que Winnipeg, tous les grands édifices, l'hôtel Fort Garry, le Gare Union, le Gare Via, Palais Chlatif, etc., sont tous construits à cette époque-là à Winnipeg. Et ici, à Saint-Boniface, l'expansion de l'hôpital Saint-Boniface, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Université de Saint-Boniface, le Grand Séminaire, l'Hôtel de Ville,
c'était vraiment une époque d'essor. Puis Saint-Boniface, qui était en compétition avec la ville de Winnipeg, pour attirer les immigrants, attirer les investissements, attirer les industries, etc., fallait, dans un sens, souligner le fait que nous autres aussi, on peut faire des grandes choses. Parce qu'avant 1908, Saint-Boniface était le town of Saint-Boniface. C'était pas une ville. Je pense en France, on pourrait peut-être appeler ça la petite ville, etc. Il n'y avait pas toutes les mêmes responsabilités que la ville de Winnipeg. Mais en 1906, ils ouvrent l'hôtel de ville, caserne de pompiers, je pense en 1904. Puis c'était une façon pour la municipalité de Saint-Boniface de dire, écoute là, on est sérieux dans notre affaire. Comme ça, c'est pourquoi ces édifices-là sont construits dans une forme monumentale. Pour quand tu t'envoies de l'information pour les investisseurs, etc., vous êtes en train de dire, hey, look, on a tout ce qu'on a fait. On est comme une grande ville. On a un vrai hôtel de ville en briques, des chemins en béton, on a des propres égouts, on a des services de pompiers professionnels, etc. Tout ça, ça relie à l'époque où ce que Saint-Boniface a vraiment devenu, disons, la deuxième ville du Manitoba. Puis l'idée que jusqu'à maintenant, encore, l'hôtel de ville 219 domine le boulevard Franché, ça c'est important. Le mot « dominer » m'a marqué dans cette histoire. J'ai grandi à Saint-Boniface, puis dans le monde anglophone, à l'extérieur de l'école et de chez nous, j'étais comme consciente que c'était hors de l'ordinaire de parler français, que c'était pas nécessairement cool, mais j'ai jamais vécu de discrimination. C'est un des privilèges de notre génération. Ça n'a pas toujours été comme ça. On a un vécu très différent de celui de nos parents. Moi, mes parents, là, qui ont grandi, que leur famille vient du rural, puis qu'eux autres, qui ont grandi dans les nouveaux développements du parc Windsor pour aller à l'école française. Et eux, quand ils traversaient le pont pour aller à la grande ville de Winnipeg, ils ne se parlaient pas en français. Ils ne se parlaient pas du tout. Parce qu'ils rencontraient la confrontation, la bigotry, hate, toutes ces choses-là qui existent encore de nos jours, mais que nous, on vit peut-être moins. Eux autres le vivaient. So that whole thing is, and we've come through that period, and I felt it and she felt it too, and her dad felt it, going to Eaton's and being told to speak English. Speak white. Speak white, yeah, when he wanted to buy a pair of shoes. He didn't know if you cross the bridge over there, it's English. Il se faisait cracher dessus, il se faisait lancer des roches. Les bureaux de la SFM ont été brûlés jusqu'à terre. Ça, c'est notre histoire. Les petits jeunes n'apprennent pas cette histoire-là parce que, d'une façon, je suis pas sûre que la génération de mes parents veulent revisiter ces choses qui leur ont causé tellement de douleur et d'humiliation. Et nous, on n'a pas grandi là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'était mes grands-parents qui parlaient et Françoise Terrien-Vrignon. Françoise a raison. On n'apprend pas ces histoires à l'école. Elle les a appris à travers des conversations avec des membres de sa famille et communauté et lors d'un cours qu'elle a pris à quelques blocs du 219 Provencher. Puis j'étais comme jeune adulte dans cette salle de classe et c'était le cours le plus important que j'ai jamais eu de ma vie, puis c'était sur notre propre histoire. Puis j'ai pas appris avant comme l'âge de 22 ans c'était quoi notre histoire. Puis c'est une histoire collective. Puis c'est une histoire qui n'est pas, comment je peux dire, c'est une histoire très humaine, puis c'est basé sur des valeurs vraiment, vraiment humaines qu'il y a 150 ans étaient applicables et qu'aujourd'hui sont encore applicables. Puis que si tu vas à Batoche, puis tu vas lire les enseignes à Batoche, tu te rends compte que, ça, c'est les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs qui ont établi et qui ont fondé le Manitoba. C'est quoi certaines des valeurs, tu penses, qui ont contribué au fondement de notre communauté? Such a big question, mais t'as-tu une idée? Les valeurs de la représentation, de l'égalité. Yeah. On est minoritaire. So, quand on parle
d'égalité, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose que les autres. On parle d'équité aussi. Ces grandes valeurs-là, c'est comment est-ce que nous, on se représente en face du pouvoir et comment est-ce qu'on garde ces entités qui ont énormément de pouvoir, comment est-ce qu'on les garde in check avec nos besoins et avec le pouvoir qu'ils exercent sur nous. Parce qu'on le sait très bien que l'opprimé va toujours mieux connaître son oppresseur que l'oppresseur connaît l'opprimé. Right? Eux autres, ils n'ont pas besoin de savoir, mais nous, on sait. Nous, on sait quel ministre qu'on ne peut pas envoyer sur le bonhomme. Nous, on sait quel sens de flatter le poil qu'il faut pour une certaine personne qui a du pouvoir. Oui, on le sait très bien. Eux autres ne le savent pas. They don't care. Mais nous, comme minoritaires, on a besoin de le savoir. Mais comme minoritaires, on sait aussi comment reconnaître d'autres minorités. On reconnaît très bien c'est quoi leurs défis, parce qu'on les connaît très bien. Puis on sait aussi souvent comment se rendre invisible quand on a besoin de le faire. Trisha Wasney, une artiste qui a exposé dans la galerie récemment, a parlé d'une impression de la sculpture monument qu'elle a entendue. Yeah, I remember someone, I can't remember, I don't think this was said to me, but it was relayed to me that someone said about Michelle's piece that she found it very powerful because she felt like it was about, like she could relate to it as maybe a Francophone marrying a non-Francophone or something like that, and that they had to kind of, I mean, or, you know, we could say anything, you know, two men, two women marrying and having to kind of shield themselves from what criticism they might encounter. But for her, for this person, it was a personal feeling, like this is something she felt she had gone through and that this piece expressed it, you know. Alors, l'oppression ou la discrimination fait partie de notre histoire, de notre identité collective, in a way. En faisant la recherche sur l'histoire du quartier, je feuilletais le livre Imagining Winnipeg, History Through the Photographs of L.B. Foote, et je suis tombée sur une photo d'un groupe de quelques douzaines dans une salle, maquillés en blackface. Ça se passait ici, à Winnipeg. C'était inconfortable, choquant de voir ça. La photo datait du début du 20e siècle, à peu près au même temps que l'hôtel de ville a été construit. J'ai aussi récemment été montrer des photos de mon arrière-grand-père pour la première fois. La photo le montrait en train de light une cigarette dans un char, tout dressed up dans une prairie en été. And it was weird parce que je connais rien au sujet de cette personne et parce qu'il avait de l'air de moi. C'est comme si, dans ce moment-là, j'avais comme oublié que génétiquement, tout mon corps, mes cheveux, mon cœur, mes épaules, everything, même des parties de ma personnalité, existent à cause de cette personne-là et de mes autres descendants. Puis j'ai pas passé beaucoup de temps à penser à ce que ça implique ou ce que ces liens-là peuvent signifier, I guess. Je me demande ce qu'il me dirait par rapport à cette photo, à cet endroit, si je pouvais le parler. Je suis consciente que le racisme était très présent à cette époque-là et que ce l'est encore. Mais je sais aussi que beaucoup du mouvement francophone est dit d'avoir été fondé sur des valeurs d'égalité puis de respect pour les minorités, pour tout le monde. Yves Frenette, historien qui spécialise en migration francophone, me parlait un peu du landscape culturel at the time à l'intérieur de la communauté. Dans les provinces des prairies, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, oui, t'as des Canadiens français. La majorité ont des ancêtres canadiens français, mais dès les débuts, il y a des Canadiens français qui ont épousé des Autochtones. Tu connais l'histoire très bien. Alors, ça donne lieu à la formation d'un peuple, le peuple métis. Alors déjà, on a des métis, puis on a des Canadiens français. Puis après ça, à la fin du 19e siècle, arrivent des Français directement de France, arrivent des Belges, arrivent des Suisses. Ces gens-là, ils ont une chose en commun, ils sont tous blancs et ils sont tous catholiques. C'est différent avec l'immigration d'aujourd'hui. Mais ils ont
ils arrivent avec des cultures différentes et même une façon de parler le français différent. Ce qui fait qu'il y a eu une diversité, ils ont dû s'accommoder. Des fois, ils s'accommodaient bien, des fois, ils ne s'accommodaient pas bien. Et ça, j'aimerais que les Franco-Manitobains, puisqu'on est au Manitoba, soient plus conscients de ça, de cette diversité-là. On a oublié le fait, puis je ne suis pas sûr si on ne l'a jamais intégré dans notre façon de penser, qu'ici, les francophones étaient unis pour certaines choses, mais ils étaient désunis pour d'autres choses. So, on est comme plus compliqué que juste un monde qui a été opprimé. Françoise m'a parlé d'un temps qu'elle a passé à visiter plusieurs communautés rurales francophones dans la province, quand elle travaillait pour la Société francophone du Manitoba, puis elle a remarqué un endroit ou une occasion où il semblait que la plupart des Franco à qui elle parlait se sentaient unis. Ça, ce moment-là, en 2015, ça a été vraiment intéressant pour moi. No kidding! Oui, parce que comme tu entends de la voix des jeunes qui vivent à 8 heures de route, tu leur demandes, OK, quand est-ce que tu t'es senti comme francophone pour la première fois? Puis tu sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? En comme grande majorité, c'est quand ils sont venus au Festival du Voyageur. Puis quand ils ont entendu la musique, puis ils l'ont senti dans leur cœur, puis ils ont entendu plein de différents accents qui n'étaient pas un accent, qui était comme pur franco-manitobain, qui n'existe pas d'ailleurs, mais qui se sont reconnus parmi d'autres. Les bureaux du Festival du Voyageur s'étendent au côté nord-est du jardin. 56e édition du Festival du Voyageur ouvert! C'est un huge festival. Le plus grand festival d'hiver à l'ouest du Canada. Il y a de la musique, de la tire, des toboggans, des longues barbes, des sculptures en neige, puis gros du monde qui danse. C'est une belle affaire. La figure marquante du festival, c'est un voyageur sur qui j'en ai pas beaucoup appris, à part quelques histoires à l'école. Je me rappelle de les comprendre comme étant des figures un peu légendaires, mythiques, des années 1800. Des hommes qui pagaillaient pendant longtemps, qui mangeaient du pemmican, puis qui faisaient ça pour de la fourrure, puis pour établir des colonies, or something. C'est évidemment bien plus que ça, so j'ai commencé à faire de la recherche. Turns out que c'est intéressant au bout, puis que je vais pas pouvoir raconter grand-chose en détail ici, mais une découverte que j'ai faite à leur sujet, c'est que le système de traite de fourrure dans lequel ils participaient était intimement connecté à l'esclavagisme. Ben, guess what? À l'époque, il y en avait des voyageurs qui étaient, tu sais, le triste aspect, il y en avait plusieurs qui étaient des esclaves. Je savais, j'ai fait la recherche là-dessus. Il y en avait d'autres qui étaient des anciens esclaves, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y avait des Noirs qui travaillaient dans l'industrie de la traite de fourrure. Et des personnes de l'Asie. Oui, c'est ça. Il y a des gens, j'ai dans d'Hawaï qui travaillaient sur la côte ouest. Le parc La Vérandrie, dans lequel le festival se déroule, est nommé après un explorateur qui, d'après la Société historique de Saint-Boniface, a joué un rôle indéniable dans la traite des Autochtones et des Noirs réduits en esclavage. L'implication directe de La Vérandrie dans la traite des esclaves est bien documentée dans ses propres écrits ainsi que dans ceux de ses contemporains. En 1742, le jésuite Claude Godefroy-Cocor a écrit que La Vérandrie fera plus d'esclaves que de paquets de fourrure. C'était pas juste lui non plus, c'était un système. Les esclaves étaient transportés de l'Ouest à la Nouvelle-France par des trafiquants. Le travail de Marcel Trudel, intitulé « L'esclavage au Canada français, histoire et conditions de l'esclavage » détaille ces histoires. So, bit of a bummer, hein? Comment est-ce qu'on réconcilie le fait que les voyageurs étaient à la fois super importants dans la construction et la survie de la francophonie, des membres d'une communauté minoritaire ou comme opprimés par un plus grand pouvoir, les Anglais, et qui étaient à la fois clairement des oppresseurs d'autres groupes minoritaires pendant des années et des années. Pour ramener ça au présent,
Voici quelque chose que Yves a partagé qui souligne comment cette tension existe encore ici aujourd'hui. Parce que souvent, les francophones, je vais les appeler de souche, je n'aime pas le terme, mais c'est un terme qu'on entend souvent. Les francophones qui sont ici depuis 3, 4 générations, voire des gens qui arrivent aujourd'hui d'Afrique subsaharienne, qui arrivent du Maghreb, puis ils disent des immigrants, bon, puis il y a beaucoup de stéréotypes. Ben, les anglophones, quand ils nous voyaient arriver ici, ils disaient la même chose. Puis en travaillant aux archives, ça a aussi voulu dire que j'ai comme pris conscience de l'enracinement historique, du fait que c'est un lieu qui est qui résonne. Only at this point in my life, I'm like, oh, this really is a thing. Like, this is not everybody. It's like, wow. Not everybody hears the things that I hear, or like it's like a super sense, you know. But oh my gosh, that's why I'm and I've always been fascinated. Like I'll be walking down the street and I'll hear the water going down the drain and have to stop. I'll have to pause and like just listen, because it's a cool sound and nobody else knows what I'm doing. It's like. That's the kind of thing. I'm just attentive. Je parle à Tangeli Cool, une artiste qui est particulièrement intéressée par les sons, puis qui crée de la musique avec des enregistrements sonores qu'elle recueille. Elle a passé beaucoup de temps à ces manifestes, puis elle mène souvent des soundwalks. There's a few different landscapes that we'll walk through and just listen and talk about the sounds that we hear and how do things sound when you close your eyes? How much more attentive can you be? And then what are the differences between the sounds? Like, do you hear I guess distinguishing what is human-made and what is not. C'est cool de s'imaginer ce qu'on entendrait ici ou où tu es présentement, way back when, avant qu'on a commencé à construire des routes puis des édifices. Quand je marche à Saint-Boniface, des fois, j'ai un réflexe. Je sais pas si c'est bizarre pour certains, mais pour moi, je trouve ça quand même fascinant. Je pense à mes ancêtres, puis je me dis, mes ancêtres, dépendant de la génération, mes ancêtres auraient marché ces terres ici. Je m'imagine, wow, qu'est-ce qui aurait été leur expérience à être à Saint-Boniface, loin de leur famille? J'ai eu la chance de parler avec Janelle Delorme, qui a fait pas mal de recherches collaboratives pour découvrir l'histoire de ses ancêtres métis. Malgré le fait qu'ils vivaient loin de Winnipeg au tournant du 19e siècle, une découverte l'a ramené ici, à Saint-Boniface, à quelques blocs du Corée civique. Il y a un jeune homme, son nom c'est Darian McKinney. Il est Première Nation. Et puis, lui, dans sa communauté, il y avait des soi-disant rumeurs, ou au moins comme des gens qui témoignaient du fait qu'il y avait un pensionnat à Saint-Boniface. Puis, il était en train d'explorer, puis il est tombé sur une carte qui disait qu'il y avait un pensionnat autochtone, un industrial school. On les appelait des écoles industrielles parce que l'idée, c'est que tu allais là pour apprendre, like, a trade. Mais honnêtement, c'était du child labor. Les jeunes arrivaient là, puis est-ce que tu penses qu'ils étaient éduqués? Non. Ils faisaient beaucoup ils travaillaient à la terre, ils étaient en train de faire plein d'autres choses. Il y avait des ateliers un peu partout sur le terrain, puis on a des preuves d'édifices sur des cartes. L'école catholique a ouvert ses portes en 1980, puis elle a pris sous ses ailes 280 étudiants, 150 autochtones et 130 métis. Là, moi, dans tout ça, COVID a frappé, puis là qu'il y a plus d'informations à portée de main dans
dans les archives. Je vais commencer à faire un peu plus de recherche au sujet de Fulgence, mon arrière-grand-père, parce qu'il y avait des trous dans son histoire, puis ça me dérangeait tellement. Puis je posais des questions à mon père, puis comme, je ne sais pas, comme... Elle a contacté sa cousine lointaine, Shirley Delorme, une bibliothécaire et activiste métisse, sur Facebook. So, j'ai reconnecté avec Shirley, je l'ai trouvée dans les médias sociaux à ce temps-là. Yeah. Puis elle dit, oh, Jeanne, it's so nice to reconnect finally. Puis elle dit, you know, we have cousins. Je suis comme, wait, what? Et puis, après ça, à un moment donné dans la conversation, un des cousins ou une des frères-sœurs qui ont dit, avez-vous jamais entendu la rumeur dans la famille de l'homme que les enfants de l'homme ont été à un pensionnat à Saint-Boniface? J'ai envoyé un courriel à Janet, la France, qui, comme je t'ai dit précédemment, était déjà en train de travailler sur une liste. This is like the weird part, right? Elle est déjà en train de travailler sur une liste parce que Darian l'avait approché, Dr. Anne Lindsay l'avait approché, puis elle, tout l'été de 2021, post-annonce de Kamloops, elle est en train de travailler sur la liste. J'ai écrit un courriel, puis là, son message de retour a dit « Janelle, si tu peux venir me voir dans mon bureau, j'ai besoin de te parler. » Je me suis rendue à son bureau, puis j'ai passé toute l'après-midi avec elle, puis elle dit « Yeah, actually, l'affaire que tu as tombé dessus, que tu pensais était weird, non, c'était les jeunes qui avaient été envoyés à Saint-Boniface. So, ma famille n'est pas de Saint-Boniface. La famille habitait à Saint-Laurent. Saint-Laurent, là, quand il n'y a pas de voiture, les voitures n'existent pas, ça, c'est bien loin de Saint-Boniface. » Alors hier, j'ai passé toute l'après-midi avec elle, j'ai reconfirmé avec la famille, j'ai dit oui, maintenant on a les preuves, puis maintenant, juste FYI, les 4 frères et sœurs qui étaient proches d'âge, parce qu'il y en a d'autres dans la famille, mais c'était les 4 à ce temps-là, de l'homme, ont en effet, et je peux vous confirmer à 100%, ont en effet été à l'école industrielle de Saint-Boniface. La rue Taché et l'école élémentaire à quelques blocs est nommée après le chef de l'institution, Monseigneur Taché. Le livre Winnipeg, écrit par Negan Sinclair, détaille brièvement dans l'un de ses chapitres l'histoire de cette école. Je vais en lire quelques phrases. Abuse was a daily part of life. Many children ran away from the schools and told their parents about atrocities that happened there. A Winnipeg Tribune article in 1885 speaks about Chief William Prince from St. Peter's Indian Settlement, who threatened violence at the RCMP office after officers tried to take his child back to the school. There is a document among Monseigneur Taché's records detailing that numerous parents refused to send their children back to school after they returned home. In other words, Taché, yes, the individual our city named one of the most important roads after, clearly knew something was up. 1/3 des jeunes étudiants sont morts à l'école, ou pas longtemps après. Le chapitre dans le livre détaille la façon qu'ils sont morts. C'est pas beau, je ne vais pas raconter ça ici, mais ça a été confirmé que la majorité des 87 enfants qui sont morts à cette école ont été enterrés dans le cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface, sans tombe, sans rien. Une des choses que le monde ne réalise pas, c'est comme « Oh non, ça n'a jamais arrivé ici. » Je suis comme « Excusez-moi. Oh non, c'était au coin de la rue Amel et la Démeron sur le côté de la rivière Seine. » Et puis, je pense qu'il m'a fâchée, frustrée le plus, c'est que c'est sur le côté de ma mère canadienne-française. Elle a grandi à Saint-Boniface. Ses parents ont grandi à Saint-Boniface. Jamais est-ce qu'on a entendu une histoire qui aurait eu un pensionnat autochtone à Saint-Boniface. Puis le projet colonial a toujours voulu soit minimiser, effacer ou comme essentiellement pas vraiment le dire au public ce qui se passait. À cause de l'évolution continue du colonialisme ici, beaucoup de personnes métisses ont aussi dû cacher et éventuellement oublier leur identité métisse pour survivre, pour que leurs enfants puissent être en sécurité. Et avec ça, il y a une perte de façon de vivre, de parler, de voir les choses, de culture au fil des années. Il y a aussi, thank God, beaucoup de personnes autochtones et métisses qui se sont battues au cours des décennies pour faire que leur culture soit respectée, célébrée,
pour que les actions faites par le gouvernement, l'Église et le peuple canadien soient reconnues et réparées. Puis, avec ça, il y a du monde qui peuvent, maintenant, en plus grande sécurité qu'avant, se reconnecter avec leur héritage. Dolores Gosselin est une de ces personnes. Premièrement, moi, j'ai appris que j'étais métisse, j'avais au-dessus de 40 ans. Parce que ma grand-mère et ma mère ne nous ont pas dit qu'on était métis, parce que les métis n'étaient pas bien vus. Et puis, à part de ça, quand j'ai commencé l'école, là, je me souviens, les métis là, qui avaient vraiment l'air métis, ils se faisaient maganer, puis ils se faisaient tapocher. Je pense que ma mère, ma grand-mère, dans le fond, ils ont voulu nous protéger, mais personne ne disait dans ce temps-là qu'ils étaient métis. Personne. Alors, quand j'ai appris que j'étais métisse, bien, j'ai travaillé avec une aînée autochtone, j'ai fait un tambour, j'ai commencé à faire du tambour. Mais nous, les Premières Nations, on croit à la mémoire du sang. On croit que dans notre sang, on a une certaine mémoire qui vient de nos ancêtres. Parce que souvent, je vais savoir quelque chose, puis des fois, même mon mari me dit « Comment tu sais ça? » Mais je ne sais pas, mais je sais que je sais. Tu sais, moi, je suis toujours à la requête et à la recherche des vérités. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a juste pas appris à l'école ou pas appris dans notre société qui nous ont été cachées. Puis souvent, avec beaucoup d'ateliers que je fais, je blâme personne de ne pas savoir parce que le plan colonial était de ne pas... que la société ne le sache pas. C'est quoi l'héritage que toi t'as reçu de tes descendants? Y a-t-il des parties de leur histoire, individuelle, collective, que t'as pas encore découvert? Ben, un peu pour revenir à comme marcher à Saint-Boniface, puis un peu voir ce qui existe maintenant, ce qui existe maintenant en 2026. Une des raisons, puis c'est pas une bonne justification, mais une des raisons pourquoi, par exemple, l'histoire de l'école industrielle de Saint-Boniface a été pratiquement effacée de la mémoire collective. Right? Des sociétés ont des mémoires collectives, puis souvent ça se passe de bouche à oreille, c'est à travers des histoires, et comme on en apprend beaucoup à l'école, on en apprend beaucoup dans notre société, on connaît beaucoup d'histoires au sujet, par exemple, on connaît des histoires au sujet de l'Uriel, ou on connaît des histoires au sujet des voyageurs, comme beaucoup, si tu penses vraiment un peu comment nous on a été élevés, il y a des histoires qui sont comme imprégnées ou comme sont dans nos dans la façon qu'on est élevé puis dans notre société. Alors, une des raisons pourquoi l'école industrielle de Saint-Boniface a été effacée de la mémoire collective, c'est qu'il y a eu un feu, puis l'édifice n'existe plus. Il y a beaucoup d'édifices puis de statues qui existent encore, qui représentent des parties de nos histoires, des endroits que tu fréquentes. Je me demande quelle partie elles délaissent. C'est quoi les histoires ou c'est qui les personnages qui n'ont pas été commémorés? Puis pourquoi? Tangeli m'a gracieusement partagé de sa musique, quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Voici une de ses chansons, Picture of the House, pour clore l'épisode. I have a picture of the house. Yes, and then we went to Mary. We had lunch and I have a picture of the house.
grand merci à tous ceux qui ont accepté de participer à ce balado, particulièrement aux participants de cet épisode. Tangeli Cool, Jeannette Delorme, Dolores Gosselin, Gilles Lesage, Yves Frenette, Philippe Maillot, Françoise Terrien-Vrignon, Trisha Wozni, Alain Laurencel, Lance Laucourt, Steve Lassier, Wissam Daoudi et Cindy Desrochers. Les Amis des Arts Visuels remercient la Winnipeg Foundation qui finance le projet, ainsi que la Maison des artistes visuels francophones et Envol 91.1 pour leur support dans la création de ce balado. Idéation par Louane Bourdeau et Félix Turc-Lucier. Réalisé et monté par Félix Turc-Lucier.